Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Pankuri Bhatt. Tout d'abord, les grands titres. Le Premier ministre s'adresse au sommet mondial sur le climat aujourd'hui à l'occasion du 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. Le Premier ministre Narendra Modi s'adressera au sommet mondial sur le climat aujourd'hui à l'occasion du 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris est un accord historique dans le processus multilatéral de lutte contre le changement climatique. Pour la première fois, un accord contraignant a rassemblé toutes les nations autour d'une cause commune afin d'entreprendre des efforts ambitieux pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses effets. Il s'agit d'un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique qui a été adopté par 196 parties lors de la 21e session de la Conférence des parties, COP, à Paris, le 12 décembre 2015 et qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Lors d'un point de presse à New Delhi à la veille de l'achèvement des 5 ans de l'accord de Paris hier, le ministre de l'Environnement, Prakash Javadekar, a informé que le Royaume-Uni a appelé à un sommet mondial virtuel sur le climat aujourd'hui et que le Premier ministre Modi participerait également à la réunion. M. Javadekar a déclaré que le changement climatique n'est pas un phénomène qui se produit du jour au lendemain et qu'il a fallu les 100 dernières années pour avoir un impact sur l'environnement. Dans une déclaration commune, l'Inde et l'Ouzbékistan expriment leur engagement continu à porter leur partenariat stratégique à un niveau supérieur. Le Premier ministre Modi et le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, ont exprimé leur engagement continu à porter le partenariat stratégique entre l'Inde et l'Ouzbékistan à un niveau nouveau et plus élevé. Selon une déclaration commune publiée après le sommet virtuel tenu entre les deux dirigeants, ils ont convenu d'œuvrer à la conclusion rapide du traité bilatéral d'investissement afin de faciliter la promotion et la protection des investissements pour améliorer encore la coopération commerciale et économique. Selon cette déclaration, la partie indienne a confirmé l'approbation d'une ligne de crédit de 448 millions de dollars américains qui sera accordée par l'Inde pour 4 projets de développement en Ouzbékistan dans les domaines de la construction routière, du traitement des eaux usées et des technologies de l'information. La partie indienne a réitéré son engagement à approfondir davantage le partenariat de développement entre l'Inde et l'Ouzbékistan, notamment dans le cadre du dialogue entre l'Inde et l'Asie centrale. La partie ouzbèque a fait partie de son désir d'explorer la possibilité de mettre en œuvre des projets de développement prioritaires en Ouzbékistan dans le cadre de la ligne de crédit de milliards de dollars américains offerte par l'Inde aux pays d'Asie centrale lors de la deuxième réunion du dialogue Inde-Asie centrale. Les deux parties ont convenu de renforcer encore la coopération entre les services répressifs et les services spéciaux des deux pays, notamment dans le cadre du groupe de travail conjoint Ouzbékistan-Inde sur la lutte contre le terrorisme. Selon l'Inde, l'action chinoise le long de l'ALC au cours des 6 derniers mois est en violation des accords bilatéraux. L'Inde a déclaré hier que l'action chinoise le long de la ligne de contrôle réel au cours des 6 derniers mois est en violation des accords et protocoles bilatéraux assurant la paix et la tranquillité. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Anurag Srivastava, a déclaré que la situation observée depuis les 6 derniers mois est le résultat des actions de la Chine qui a cherché à modifier unilatéralement son statut le long de la ligne de contrôle réel dans l'est du Ladakh. La porte-parole a réagi aux commentaires chinois sur la question des frontières.
Il a déclaré que les deux parties doivent respecter strictement les différents accords et protocoles bilatéraux dans leur intégralité, y compris les accords de 1993 et 1996 sur le maintien de la paix et de la tranquillité le long de la zone frontalière. Il a ajouté que l'Inde respecte strictement les accords bilatéraux et s'est engagé à résoudre les problèmes frontaliers pendant et par des pourparlers. La Cour suprême des États-Unis rejette la tentative d'annulation des élections soutenues par Trump. Dans un jugement important, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une tentative sans précédent de rejeter les résultats des élections dans 4 États clés qui avaient été soutenus par le président Donald Trump. Le procès intenté cette semaine par l'État du Texas visait à invalider les résultats en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Le président élu Joe Biden a gagné les 4. Le procès a été soutenu par 18 procureurs généraux de l'État et 106 membres républicains du Congrès. Mais dans un bref ordre de rejet de l'offre, la Cour suprême a décidé hier que le Texas n'avait pas la capacité juridique de porter l'affaire devant les tribunaux. Cette décision constitue un revers pour M. Trump, qui avait précédemment laissé entendre que les résultats de l'élection présidentielle de novembre seraient réglés par la Cour suprême. Le candidat démocrate a battu M. Trump par une marge de 306 à 232 voix au sein du collège électoral américain qui choisit le président des États-Unis. M. Biden a remporté 7 millions de voix de plus que le président à l'échelle nationale. Le collège électoral devrait se réunir lundi pour élire officiellement M. Biden comme 46e président des États-Unis. Le 5e cycle de FOC entre l'Inde et Chypre se déroule en mode virtuel. Le 5e cycle de consultation du ministère des Affaires étrangères FOC entre l'Inde et Chypre s'est déroulé en mode virtuel. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les deux parties ont apprécié les relations traditionnellement chaleureuses et a passé en revue la coopération dans divers domaines, notamment politiques, économiques, consulaires et culturels. Les deux parties ont également examiné le statut des accords et des protocoles d'accord, notamment ceux sur la défense et la coopération militaire, les sports, la culture, y compris l'Ayurveda, et ont convenu de travailler à la finalisation rapide de ces accords. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur la crise en Méditerranée orientale, l'occupation de la partie nord de Chypre et les relations entre l'Inde et l'UE, les questions internationales d'intérêt mutuel et sont convenus de renforcer encore la coopération au sein des Nations Unies et d'autres enceintes multilatérales. Le taux national de récupération de la COVID-19 s'améliore pour atteindre 94,89%. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays a atteint environ 94,89%. Au cours des dernières 24 heures, 33 494 patients COVID-19 se sont rétablis. Le ministère de la Santé a déclaré que le nombre total de guérissons est passé à plus de 9 324 000. Le nombre réel de cas ne représente actuellement que 3,66% du total des cas positifs. Actuellement, le nombre total de cas positifs dans le pays est de 359 819. Au cours des dernières 24 heures, 30 000 nouveaux cas ont été signalés, ce qui porte le nombre total de cas positifs dans le pays à plus de 9 826 000. Actuellement, le taux de mortalité en Inde est de 1,45%, ce qui est l'un des plus bas au monde. Au cours des dernières 24 heures, 442 décès ont été signalés, ce qui porte le bilan à 142 628. Les États-Unis délivrent une autorisation d'urgence pour le vaccin Pfizer-BioNTech. La Food and
Drug Administration, FDA, des États-Unis a délivré une autorisation d'urgence pour l'utilisation du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech, ouvrant ainsi la voie aux premiers Américains à être vaccinés dans les prochains jours. Cette décision fait suite à un processus réglementaire qui a impliqué un groupe de conseillers sur la sécurité d'un vaccin à 2 doses dont le fabricant avait demandé l'autorisation pour une utilisation chez les personnes âgées de 16 ans et plus. Les responsables et les experts médicaux espèrent que le vaccin contribuera à maîtriser la pandémie après que plus de 292 000 Américains ont été tués à ce jour, soit plus que dans tout autre pays du monde. Plus de 15,8 millions de personnes ont été infectées. Le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés se dit profondément préoccupé par les rapports sur les conditions de vie des réfugiés érythréens dans la région éthiopienne du Tigré. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, déclare que les rapports reçus concernant les réfugiés érythréens au Tigré qui ont été tués, enlevés ou renvoyés de force en Érythrée sont préoccupants. Le chef du HCR, Filippo Grandi, a déclaré dans une déclaration publiée hier que si ces actes étaient confirmés, ils constitueraient une violation majeure du droit international. Il a indiqué que son agence avait rencontré des réfugiés dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. M. Grandi a déclaré qu'il exhortait vivement le gouvernement éthiopien à continuer à assumer ses responsabilités envers les réfugiés en vertu du droit international. M. Grandi a déclaré que les Nations Unies devaient avoir un accès sans entrave à 4 camps de réfugiés au Tigré. L'ONU a déclaré que le retour forcé de réfugiés érythréens dans ces camps était également totalement inacceptable. Les forces éthiopiennes combattent le Front populaire de libération du Tigré dans la région depuis le 4 novembre. Pendant ce temps, le gouvernement éthiopien a déclaré qu'il retournait les réfugiés érythréens qui avaient fui les camps du Tigré vers la capitale Addis Abeba. Près de 100 000 réfugiés érythréens vivent dans des camps au Tigré. Ils ont fui les persécutions politiques et les services militaires obligatoires bien avant le conflit actuel. L'Argentine adopte une note clé pour le projet de loi sur la légalisation de l'avortement. Les politiciens argentins ont voté en faveur d'un projet de loi qui rapproche un pays majoritairement catholique de la légalisation de l'avortement, un changement longtemps recherché par les militants des droits des femmes. La Chambre basse du Parlement a voté en faveur de la proposition de loi par 131 voix contre 117. Avant de devenir une loi, le projet de loi doit également être adopté par la Chambre haute, le Sénat. Le vote est attendu avant la fin de l'année. En Argentine, de nombreuses femmes qui se font avorter peuvent être poursuivies en justice. Le président Alberto Fernandez a proposé le projet de loi qui permettrait aux avortements d'être pratiqués jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Le président Fernandez a déclaré qu'il est catholique, mais qu'il doit légiférer pour tout le monde. C'est un problème de santé publique très grave. Actuellement, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol ou si la santé de la mère est menacée par la grossesse. La Chambre basse a adopté le projet de loi après en avoir débattu pendant 20 heures du jeudi au vendredi matin. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le Pakistan, pris entre le progrès du MDP et les diatribes d'Imran. Alors que la coalition Mouvement démocratique du Pakistan
MDP, composé de 11 partis, prend de l'ampleur et prépare un grand rassemblement à Islamabad en janvier prochain. Le gouvernement d'Imran Khan semble plutôt agité. Il se manifeste dans ses réactions au rassemblement organisé depuis octobre. Alors que l'opposition prévoit de démissionner en masse des assemblées nationales et provinciales, le gouvernement dirigé par le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, est devenu plus nerveux. Le dernier exemple de sa nervosité est l'allégation sauvage d'un ministre de haut rang, selon laquelle le MDP a reçu des fonds étrangers pour organiser ces rassemblements. D'autres ministres dans des émissions de télévision trahissent également un sentiment de nervosité lorsqu'ils accusent les leaders de l'opposition, avec leurs allégations trop familières et usées, d'être un lot corrompu et égoïste, cherchant à obtenir l'amnistie par une telle démonstration de force. Imran Khan n'a pas pu faire mieux que son troupeau dans une interview récente, où il a réitéré qu'il n'offrirait pas d'amnistie aux dirigeants corrompus de l'opposition et a averti que même s'il n'arrêtait pas les rassemblements en gardant à l'esprit la récente flambée des affaires Covid-19, le gouvernement déposerait des premiers rapports d'information contre les personnes qui permettent la prochaine Jalsa, réunion à Lahore le 13 décembre. Quelques jours auparavant, à la veille du 15e rassemblement du MDP à Multan, le gouvernement d'Imran Khan avait fait tout ce qui était possible pour empêcher l'opposition de tenir la réunion, au motif que des rassemblements aussi importants entraîneraient la propagation de Covid-19. Depuis sa création le 20 septembre, le MDP a organisé 5 rassemblements à ce jour à Gujranwala, 16 octobre, Karachi, 18 octobre, Quetta, 25 octobre, Peshawar, 22 novembre et Multan, 30 novembre. Ces rassemblements ont été bien fréquentés, contrairement aux attentes d'Islamabad, et malgré ses efforts pour créer des barrages routiers en cours de route. Les 12 points de la demande du MDP comprennent l'établissement de la suprématie constitutionnelle, la garantie d'élections libres et équitables, le fonctionnement dépendant du Parlement, un système judiciaire indépendant, l'arrêt du rôle de l'armée pakistanaise dans la politique, la sauvegarde des droits des provinces, 18 amendements, et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Les leaders du MDP ont qualifié Imran Khan de Premier ministre sélectionné, ce qui signifie qu'il a été pris par l'armée pour servir leur programme et qu'il a demandé sa démission. Ils affirment que le processus électoral a été manipulé par l'armée pour amener Imran au pouvoir, alors que la voix de la plupart des dirigeants du MDP alléguant l'ingérence de l'armée a été plutôt étouffée. L'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, dans ses adresses virtuelles, a exprimé très ouvertement son angoisse contre l'établissement et a fustigé quelques généraux égoïstes et pris les noms des chefs de l'armée pakistanaise et de l'État islamique. Le Pakistan est confronté à une crise économique imminente, à une désaffection croissante des groupes ethniques minoritaires, en particulier au Balochistan, dans les zones tribales et dans le Sindh. Les développements géostratégiques défavorables dans les quartiers immédiats d'Islamabad en Asie occidentale et méridionale et l'absence générale de consensus politique ont eu un effet déstabilisant sur le pays, qui doit encore sortir des multiples crises dont il est frappé. De nombreux observateurs avisés au Pakistan ont suggéré que le gouvernement doit organiser un grand dialogue national et établir une commission de vérité et de réconciliation pour éviter la crise. Cependant, l'offre d'Imran à cet égard a été peu enthousiaste et peu sincère. Il poursuit sa tirade contre les dirigeants de l'opposition et les décrit tous comme des mafieux et des pillards de la richesse nationale. Alors que nombreux de ses collègues du cabinet qui ont déserté l'opposition
sont de vrais politiciens, comme ils disent, Imran Khan ne l'est pas. Au milieu de tout cela, la crainte de l'Inde se fait sentir à la fois pour dégonfler la menace de démission de l'opposition et pour créer un sentiment d'unité parmi le peuple. Les médias du Pakistan ont assailli de rumeurs sur d'éventuelles opérations de faux drapeaux de l'Inde, ce qui pourrait mettre en évidence l'armée aux yeux du peuple. Seul un esprit de réconciliation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur peut saveur l'avenir du Pakistan. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le commentaire rédigé en anglais par le Dr Ashok Behuria, associé principal et coordinateur au Centre d'Asie du Sud à l'Institut Manohar Parrikar d'études et d'analyse de la défense, traduit par Richa Sharma et présenté par Pankuri Bhatt. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité.